Je crois qu'on va pouvoir démarrer. Ok. Bonjour à tous. Bienvenue à notre webinaire du mois d'avril. Aujourd'hui, le but du webinaire est de vous parler d'ArcGIS Indoors. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? À quoi ça ressemble? Comment démarrer et aussi éventuellement comment aller plus loin. Donc pour ça, je vais vous présenter d'abord ce module. Je vais vous parler de son modèle d'information et puis on approfondira l'une ou l'autre composante. Et enfin, on finira par quelques ressources et éventuellement quelques questions-réponses. Alors, ArcGIS Indoors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Dans la grande famille des SIG, on passe beaucoup de temps à l'extérieur. Et bien justement, Indoors, c'est le module d'ArcGIS qui, au contraire, s'occupe de cartographier les espaces intérieurs. Donc dans Indoors, on intègre les données qui décrivent l'intérieur des bâtiments et on met tout ça sur des cartes dynamiques. Une fois qu'on a ces données dans le système, on peut commencer à jouer avec et à exploiter ces données, par exemple à des fins de navigation, à des fins de gestion de l'occupation de l'espace, d'orientation à l'intérieur d'un complexe, de gestion d'équipement aussi, et également on peut travailler à améliorer la sécurité à l'intérieur du bâtiment. Tout d'abord, si vous connaissez un peu la plateforme Esri, vous aurez remarqué qu'on a beaucoup de composantes. On a des logiciels bureautiques, on a les applications en ligne, on a les API, etc. Eh bien, Indoors, on peut le voir comme une extension à plusieurs de ces composantes. En priorité, c'est un add-in qui vient s'ajouter à ArcGIS Pro, c'est-à-dire le logiciel bureautique d'ArcGIS. Mais pas que, parce que Indoors, c'est aussi un ensemble de fonctionnalités qui vous permettent d'utiliser des applications spécifiques au modèle de données des espaces intérieurs. Et j'ajoute que auparavant, la publication des données Indoors était limitée sur un portail ArcGIS Enterprise. Ce n'est plus le cas. Maintenant, vous pouvez aussi publier ces données sur ArcGIS Online. Donc le cœur de l'idée derrière ArcGIS Indoors, c'est vraiment la gestion des données des espaces intérieurs. C'est-à-dire que en partant de sources de données dont on a peut-être plus l'habitude, de type AutoCAD ou BIM, qui représentent le détail de des structures des installations, on intègre ces données à l'intérieur d'un modèle de données SIG. Et ça, c'est le premier pas. Et une fois que ce modèle est créé et que les données ont bien été intégrées, on peut passer à des utilisations concrètes. Par exemple, ce modèle peut aider à la planification de cet espace, notamment pour l'affectation de bureaux ou de salles. Il peut servir aussi à l'opérationnalisation de cet espace, que ce soit pour contrôler où se trouvent divers équipements, pour réaliser des inspections, détecter des problèmes infrastructurels par exemple, déterminer des issues de secours ou encore l'emplacement d'extincteurs par exemple. Et enfin, on peut discuter aussi de l'expérience utilisateur qui passe par des applications de navigation en temps réel notamment, des applications pour réserver des espaces comme des bureaux flexibles ou encore l'affichage des cartes sur des kiosques, etc. Alors, je le disais il y a quelques minutes, Indoors, c'est un ensemble de fonctionnalités qui se partagent entre un add-in desktop, donc sur le logiciel ArcGIS Pro, des applications et outils web, prévus pour être a priori consultés sur un ordinateur, et des applications mobiles, utilisables sur iOS et Android. Applications qui d'ailleurs peuvent être intégrées avec d'autres outils comme FieldMaps et Survey 123. Dans cette première partie, on va surtout discuter de l'add-in sur le logiciel bureautique. Alors, avant de voir les trucs rigolos, on va parler brièvement du modèle de licence. Le modèle de licence Indoors vient en trois niveaux, on va dire. Tout d'abord, pour le niveau Indoors Pro, pour utiliser les fonctions de l'add-in sur ArcGIS Pro, c'est-à-dire pour créer le jeu de données, y transférer les données depuis les fichiers CAD ou BIM, et pour leur assigner les propriétés Indoors, je vais vous montrer après ce que ça veut dire. Déjà, il vous faudra la licence pour ArcGIS Pro,
et plus précisément la licence GIS Professional de niveau avancé avec l'extension Indoors. Il faudra également l'extension 3D Analyst et éventuellement, si vous comptez utiliser les applications de navigation, il vous faudra aussi l'extension Network Analyst. Ensuite, le deuxième niveau, Indoors Map, c'est la licence qui vous permet d'utiliser les applications relatives au modèle Indoors, le Viewer, le kiosque et les applications mobiles. Elle peut éventuellement être couplée avec l'extension ArcGIS IPS, IPS pour Indoor Positioning System, et ça, ce sont des fonctionnalités qui permettent la navigation en temps réel. Et enfin, le dernier niveau, Indoor Spaces, ça vous donne accès en plus aux fonctionnalités de Space Planners et de réservation d'espace. Donc voilà pour les licences. Maintenant, on va passer au côté pratique. Le modèle d'information Indoors, c'est-à-dire on va voir comment on démarre et à quoi ça ressemble. Donc pour construire ce modèle, il vous faudra partir de données existantes, typiquement des fichiers AutoCAD ou BIM, qui reprennent les données décrivant chaque étage. Je parle des murs, des portes, des pièces, etc. Et ces données, on va les charger à l'intérieur d'une géodatabase qui a une structure spécifique au modèle Indoors. Une fois que c'est fait, on construit les cartes et les scènes, éventuellement les services réseau, c'est-à-dire les outils qui servent au calcul de parcours, et puis on passe par un processus habituel de publication des données, soit sur ArcGIS Enterprise, soit sur ArcGIS Online. Et quand elles sont publiées, ensuite, on peut créer des apps pour utiliser ces cartes. Donc ici, je vous montre avec un peu plus de détails la procédure, mais c'est essentiellement ce que je viens de décrire. Donc on prépare les données, on en fait des plans d'étages et on ajoute ces données dans la géodatabase Indoors dans des couches qui sont floor aware, c'est-à-dire qu'elles ont la propriété de reconnaître les étages. Et donc, quand on affichera un seul étage, par exemple, toutes les données qui ne sont pas localisées sur cet étage ne seront pas montrées. C'est pas juste une question d'affichage, mais c'est ce qu'il y a de plus parlant. Ensuite, si on veut des applications de type navigation, on devra aussi créer ce qu'on appelle un réseau routable. J'ai pas encore trouvé de bonne traduction pour ce mot. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, il faut générer des outils qui permettent le calcul de parcours d'un point A à un point B. Et après, c'est classique, on ajoute les données supplémentaires qui nous intéressent, on publie et on génère les applications pour l'utilité pratique. Donc, si on a nos plans d'étage, notre réseau routable et nos données qui sont floor aware, on a les composantes de base essentielles. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh bien, on vient remplir principalement 5 classes d'entités importantes, les sites, les facilities ou installations, les levels ou niveaux, les units, unités et les détails. Donc un site, c'est un ensemble de bâtiments. Ça peut ne contenir qu'un seul bâtiment, mais ça peut aussi être tout un complexe, une usine ou un campus par exemple. Les facilities, ce sont les bâtiments. Il y aura donc une entité dans la classe facility qui représente un bâtiment. Les levels, ce sont évidemment les étages à l'intérieur de chaque bâtiment. Donc il y aura une entité pour chaque étage de chaque bâtiment. Les units ou unités d'espace, ce sont typiquement les salles ou les couloirs. Et enfin, les détails, là on parle par exemple des portes ou des murs. Alors, on ne génère pas tout ça manuellement, heureusement. On a des outils pour ça, qui se trouvent dans une boîte à outils spéciale Indoors. Pour démarrer, on a le choix entre deux outils principaux, Create Indoor Database et Create Indoor Dataset. L'option Database, ça vous crée tous les éléments que vous voyez ici. L'option Dataset, ça crée seulement le jeu de données Indoors. C'est le composant essentiel, mais vous n'aurez pas alors les composants réseau. Une fois que les jeux de données ont été créés, pour importer les données depuis d'autres sources, on utilise l'un ou l'autre outil entre Import BIM to Indoor Dataset pour les données qui viennent des fichiers BIM ou Import Floor Plans to Indoors Geodatabase. Ça, c'est typiquement pour les données AutoCAD.
Ces deux outils, donc pour importer les fichiers BIM et CAD, ils nécessitent un peu de travail parce qu'il faut en fait établir la correspondance entre les fichiers sources et les classes d'entités cibles. Vos données sources, elles peuvent avoir des noms qui se rapportent pas forcément aux noms finaux dans la classe d'entité. Et donc, vous devrez établir cette correspondance à l'intérieur d'un tableur Excel qui est déjà préconfiguré pour vous. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez un template Excel et vous venez dans chaque onglet de ce template expliquer, voilà comment s'appelle ma donnée source et voilà dans quelle donnée cible on va les mettre. Il y a 5 pages à ce tableur Excel et on va voir comment le remplir dans la démo. Donc techniquement, quand vous avez fini d'intégrer vos données, dans un monde parfait où les données tombent toujours justes, vous êtes prêt à partager votre modèle déjà. Il faudra bien sûr d'abord configurer vos cartes, vos scènes 3D, vos outils de navigation, s'il y en a besoin, et puis vous publiez de manière ordinaire sur le portail ArcGIS Enterprise ou sur ArcGIS Online, et alors vous êtes prêt à aller jouer en ligne avec les cartes web et les applications web. Alors ici, j'ai une petite liste de recommandations avant de publier. Ce sont des choses à prendre en compte, parfois spécifiquement pour le modèle Indoors. Je ne vais pas tout détailler ici, mais notamment pour les scènes 3D, ici, il ne faut pas activer un service d'élévation, par exemple, du style de celui d'Esri, qui est souvent activé par défaut quand vous créez une scène 3D. Il faut utiliser les hauteurs absolues de vos données pour avoir un bon affichage. C'est-à-dire qu'il faut que vos données, elles reposent sur du plat, en gros. Donc c'est des petites considérations comme ça auxquelles il faut faire attention, en particulier quand vous publiez des données indoors. Ok, donc je parle et je ne vous ai pas encore montré grand-chose. Donc je propose que maintenant on passe aux démos. J'ai 3 démos pour vous et on va commencer par celle où où on va créer le modèle d'information. Donc ce que je viens d'expliquer, on va le voir en œuvre. Dans cette première démo, on va voir comment créer un modèle de données indoors dans ArcGIS Pro. Ici, on a les 3 fichiers 4 qu'on va utiliser dans cet exercice. Il y en a donc un par étage. Je vais charger le premier niveau dans la carte pour voir à quoi ressemblent mes données. On retrouve les couches typiques du fichier CAD, les annotations, les points, les polylignes et les polygones et les multipatchs. Ensuite, pour convertir tout ça dans un modèle indoors, on va commencer par créer une nouvelle base de données. Donc, New File Geodatabase, et je vais l'appeler Demo Indoors. On va ensuite utiliser un premier outil de géotraitement. On va donc dans la boîte d'outils Indoors Tools. Et là, il y a tous les outils qu'on va utiliser pour la construction de notre jeu de données Indoors. D'abord, les outils Create Indoor Database et Create Indoor Dataset qu'on utilise pour générer le jeu de données. Donc, pour nous, on va construire une database complète, donc on va utiliser le premier. Donc, pour commencer, on va monter la database. On sélectionne ici la géodatabase qu'on avait créée. Et le système de coordonnées doit être le même que celui du fichier CAD. Donc si on cherche ici Current Map, ou la carte actuelle, il va détecter automatiquement le bon système. Et c'est valable aussi pour le système de coordonnées verticales, puisqu'on en a aussi besoin. Donc on a 2 options ici, créer le Indoors Network et créer les règles attributaires. Pour le moment, on va juste les laisser cocher. Donc voilà, on lance l'outil et il est en train de créer les couches du modèle Indoors, qu'on va ensuite aller enrichir avec les données CAD. Vous voyez ici quelles couches sont en train d'être créées. Occupants, sections, units, sites. Voilà, il a bientôt fini. Allez.
Si on crée juste le jeu de données indoors et pas toute la database, ça prend un peu moins de temps. Voilà, il a fini. Maintenant, si je retourne dans le catalogue, dans la démo indoors, on voit maintenant plusieurs jeux de données qui ont été ajoutés par l'outil qu'on vient d'exécuter. Le plus important pour le moment, c'est le dataset indoors. On voit aussi les datasets network, prelim network, qui étaient les deux options qu'on a laissé cocher dans l'outil. Et donc, dans le dataset indoors, il y a toutes les couches qui vont nous servir à la construction du modèle indoors, comme par exemple facilities, sites, levels, units, etc. L'étape suivante maintenant, c'est d'ajouter les données dans ces classes. D'abord, on sélectionne l'ensemble de ces couches et on les ajoute à une nouvelle carte. Add to new map. Donc cette carte, pour le moment, elle va être vide puisqu'il n'y a pas de données dedans. Voilà, on va la rapprocher ici. Donc maintenant, on revient vers les outils de geoprocessing et on va utiliser l'outil suivant, Import Floor Plans to Indoor Geodatabase. Si vous travaillez avec des données BIM, il y a un autre outil pour les importer. Donc pour le moment, on va utiliser les données CAD. Et ici, on voit déjà tous les paramètres qu'il va falloir compléter. Comme j'ai déjà les couches qui sont dans mon contenu ici, dès qu'on ouvre les menus déroulants, on a directement accès à toutes ces couches, ce qui accélère un peu le travail. Donc units, c'est units, details, c'est details, levels. Donc c'est toujours un peu similaire en termes de nom. Facility, sections, target zone features, ce sont mes zones. Et alors, on arrive à cet input ici, l'input Excel template files. On va regarder à quoi ça ressemble dans l'Excel. Et donc, c'est ce fichier ici qu'il faut venir adapter avant de l'insérer dans ce champ, dans cet outil, sur barre de notre fichier CAD. On a donc 5 tables ici, 5 onglets dans ce template. Dans le premier tab, on va venir renseigner les champs Facility, Levels et Units. Donc, si vous regardez les inputs ici, A, Floor, OTLN, et on les compare à ce qu'on voit dans ArcGIS Pro, dans le fichier CAD, vous allez retrouver ce code dans les données du groupe Polygone. Ici, A, Floor, OTLN. Donc c'est vraiment la couche pour le bâtiment. Pour les levels, on va récupérer la même couche d'ailleurs que pour les facilities. Donc de nouveau A, Floor, OTLN. Et pour les units, on va aller chercher la couche qui s'appelle Area Boundary, qui est juste ici. Si vous activez la couche et que vous cliquez sur un de ces éléments, vous voyez qu'il s'agit en fait des différentes unités, c'est-à-dire espaces délimités. Et enfin, on a encore toute une série de références dans la colonne pour les détails, à wall extérieur, etc. Et toutes celles-ci, vous les retrouvez dans le groupe Polyline. Vous voyez toutes ces couches, les portes, les murs, tout ce qui rentre plus ou moins dans les détails. Ensuite, on ajoute les openings, c'est-à-dire les portes. Et enfin, on peut aller régler le tab suivant, ce sont les annotations. Elles sont déjà ajoutées automatiquement. En fait, c'est vraiment la conversion des deux sources d'annotation dans les deux couches cibles avec leur champ attributaire correspondant. Donc si on regarde à ces deux couches Area Hidden et Area Type, on les retrouve dans le groupe Annotation. Celle-ci et celle-là. Donc quand on les active, on voit qu'elles contiennent des informations importantes, supplémentaires. Donc ces deux couches, elles vont être converties en ces informations attributaires. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez toujours supprimer ces références. Ou si vous voulez en rajouter, vous pouvez en ajouter ici en dessous. Ensuite, dans l'onglet Facility Properties, en fait, c'est le nom du bâtiment.
Donc dans ce cas-ci, par exemple, on l'a appelé Esri Red Main, c'est le campus de Esri Redlands aux États-Unis. Et donc on lui donne ensuite un ID. Donc c'est vraiment à ça qu'on va reconnaître dans le jeu de données ce bâtiment. Et donc vu comme un suffixe ici. Donc c'est juste, on lui donne le nom bâtiment L tout simplement. Et donc dans la suite, on a des informations supplémentaires sur l'adresse et d'autres informations facultatives. Ensuite, on passe à l'onglet Level, donc les niveaux. On voit qu'il y a 3 niveaux dans ce bâtiment-ci. Donc, on a le même Facility ID que le bâtiment qu'on a défini dans l'onglet précédent. Et donc, on y ajoute un suffixe L1, L2, L3. Donc, ce sont les noms et la description des étages ici. Et encore un peu plus d'informations, la hauteur, etc. Et finalement, dans le dernier onglet, ce sont les fichiers sources. Ici, on retrouve les mêmes level ID que dans l'onglet précédent. Et donc ici, c'est bien le même. Et ici, on lui précise que pour le niveau 1, va chercher l'information dans ce DOG. Pour le niveau 2, dans celui-ci, et dans le 3, même chose. Et en fait, c'est l'input le plus important, puisque c'est ici qu'on indique où l'information est enregistrée, où elle peut être retrouvée, et donc où elle peut être convertie à partir des autres tables qu'on a remplies juste avant. Ok, on retourne sur ArcGIS Pro et on va aller sélectionner ce tableur Excel dans notre outil. C'est donc... Où est-ce qu'il est, voilà, c'est celui-ci. Il y a aussi un template pour vous aider à refaire ce tableau que vous pouvez juste adapter à chaque fois que vous en avez besoin. Donc pour le reste, on va tout laisser par défaut. Ces 2 paramètres ici sont des options supplémentaires. Par exemple, si vos données sont pas parfaites, vous pouvez ajouter un buffer ici, donc un tampon, pour que vos portes soient bien attachées à des murs, par exemple. Donc ça, c'est des options en plus que vous pouvez activer. On ne va pas le faire ici. Donc voilà, l'outil est maintenant occupé d'importer tous les plans d'étage dans la Geodatabase Indoors. Vous voyez ici les petits verrous à côté du nom des couches, puisque ces couches sont en train d'être accédées pour y mettre les données. Certaines vont rester vides, par exemple les zones et les sites, puisqu'on n'en a pas défini dans le tableur. Donc ici, tout ça est resté vide, donc les couches seront aussi vides. Et le reste va être complété avec les données CAD, ce qui va prendre un peu de temps. Voilà, c'est terminé. J'ai quelques avertissements, on va vite regarder. Alors on a commencé à 12h15 et donc ça a pris 4 minutes à peu près pour tout importer. Cet outil va systématiquement produire des warnings en jaune, si possible pas en rouge, et on peut aller les vérifier. Donc il y a par exemple des warnings sur le fait que certaines couches sont vides, mais comme je l'ai expliqué, ça c'est normal que ça se produise. Ensuite, on va jeter un coup d'œil aux données qu'on vient d'ajouter. Et voilà, on voit que ça a l'air satisfaisant. Ce qu'on va faire ensuite, c'est préparer nos données à reconnaître les fonctionnalités Indoors. Pour ça, on va aller dans les propriétés de la carte. Et ici, dans la Indoors Layers, on va aller sélectionner les sites, les facilités et les floors. Les sites sont facultatifs, mais comme on a la couche, on va l'utiliser, même si elle est vide. On choisit les facilities, les floors, ce sont donc les niveaux. C'est important de faire ça en premier pour que nos données soient maintenant reconnues comme données Indoors. Ensuite, on va rendre nos couches floor aware, c'est-à-dire leur donner la propriété de reconnaître à quel étage elles sont. Déjà, vous voyez le petit fil qui est apparu ici, depuis qu'on a fait la manipulation précédente. Et ici, on peut venir sélectionner
le bâtiment dans lequel on va travailler. Et donc ici, on a juste le bâtiment L, celui qu'on avait appelé L. Mais ensuite, quand on va passer d'un étage à l'autre, étage 1, 2 et 3, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe parce que mes couches, en fait, ne sont pas encore floor aware. Donc on va commencer par la couche la plus basse. Et donc ce sont les niveaux, pas les facilités, puisque ça ce sont les bâtiments et donc n'ont pas besoin d'être définis à un étage particulier. Donc maintenant on va dans les propriétés des niveaux. Et dans les properties, dans l'onglet floors, on choisit level ID. Pour les unités, pareil. Donc floor field va le chercher dans le champ level ID. Et enfin, les détails également. Properties, level ID. Voilà, on a réglé les choses les plus importantes. Pour maintenant, quand on passe d'un étage à l'autre, on a bien une vue différente. On voit, c'est en fait un centre commercial qui apparaît. Voilà. Si on passe de 1, 2 et 3, maintenant on voit bien que nos couches, elles sont bien floor aware. Pour le moment, c'est une vue 2D de mes données. Et si maintenant je veux passer en 3D, je veux facilement aller ici dans View, Convert to Local Scene. Donc on convertit nos données 2D en une scène 3D locale. On va voir si on peut explorer un peu mieux l'environnement. Voilà, donc ce sont vraiment les mêmes données. Et ici, on voit surtout que c'est recouvert par la surface d'élévation par défaut. Et ça, c'est important de l'enlever avant de publier les données, parce qu'on veut que nos données reposent sur une hauteur absolue et pas sur le service automatique d'ArcGIS. Donc on l'a désactivé ici, voilà. Et maintenant, on voit apparaître notre bâtiment sur un sol bien plat. Donc là, on est niveau 3, voilà, niveau 2. Et ensuite, le niveau 1. 1. Voilà. Je peux aussi voir tous les étages d'un coup. On peut encore adapter aussi un peu la symbologie. Ok, on va prendre unique values et on va colorier les niveaux selon le niveau, selon l'étage. Et on va peut-être rendre transparentes les unités, différentes pièces. Voilà. Là, on voit bien, on distingue bien les 3 niveaux différents. C'était vraiment les premières étapes de la création du modèle d'information indoors qui sont essentielles pour la suite. Ok, pour, pour la suite, j'ai une deuxième démo pour vous sur comment ajouter quelques éléments supplémentaires à votre modèle. Une fois que le modèle indoors est créé, on peut ajouter un certain nombre d'éléments facultatifs, mais qui apportent de l'information supplémentaire. La première manière, la plus facile, c'est simplement de venir ajouter des couches. Ici, par exemple, on a 2 couches, Places et Exits, qui viennent d'une base de données à part, et elles sont aussi floor aware, c'est-à-dire que quand je change d'étage, ce sont des icônes différentes qui s'affichent. De nouveau, on peut activer ça dans les propriétés de la couche. Dans l'onglet Floors, on sélectionne le champ Level ID. Et si on regarde dans la table attributaire, on voit que ce champ Level ID
Voilà, sur la droite, contient la référence au bon étage et le champ Facility ID renseigne le bâtiment correspondant. De cette manière, les entités sont correctement localisées. Ensuite, on adapte juste les icônes. Et donc ça, c'est vraiment la manière la plus simple. Ensuite, on a aussi les occupants avec l'icône bleue. Et celles-ci, on les a ajoutées avec un autre outil Indoors. Cet outil, on le retrouve dans la boîte à outils Indoors. Il est là, l'outil Update Occupant Feature. Donc par facilité, je vais directement aller voir dans l'historique de mes opérations. Donc ici, on voit la couche occupant qui était encore vide à ce moment-là. En input, on a aussi la couche units et aussi un fichier CSV. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc, il contient le nom des employés avec leurs emails. Et c'est les emails qu'on va choisir comme identifiant unique. Il y a d'autres infos comme leur numéro de téléphone, etc. Mais le plus important, c'est de nouveau le champ Unit ID. Ici, on voit aussi le niveau, mais il est aussi là dans la référence dans Unit ID. Donc, on sélectionne ce CSV ici. L'identifiant unique, c'est donc l'email, on l'a dit. Et comment on va reconnaître à quel endroit est chaque occupant, c'est avec le champ Unit ID. Cet outil, ensuite, va juste placer les occupants aux différents endroits. Donc, si je clique sur celui-ci, j'ai accès aux infos de cet utilisateur. Je vois que Samuel Jerbson occupe l'unité L1E1 105. Et dans le tableau, c'est bien l'unité qui est notée. Donc, l'outil a correctement fonctionné. Ensuite, on peut encore ajouter plusieurs choses, par exemple des événements. C'est les petits points bleus clairs ici. Ils représentent par exemple des réunions qui viennent d'un fichier texte. Donc si je l'ouvre, on voit donc une liste d'événements, des réunions, etc. et qui ont leur propre Unit ID. Alors pour rajouter cela, ça a pris quelques étapes. D'abord avec l'outil Calculate Geometry Attributes, on calcule la position où on va mettre ces événements. Donc j'utilise les deux champs de la couche unit qui correspondent au centroïde de l'unité en question. Et comme ça, les points de l'événement se retrouveront au centroïde de la salle. Une fois qu'on a fait ça, l'étape suivante est de faire une jointure, donc join, entre le fichier texte et la couche unit. On vient donc récupérer les XY du centroïde de l'unité en question et on l'ajoute à la ligne du tableau pour définir les coordonnées de chaque événement. Ensuite, on utilise ces coordonnées pour convertir la table non spatiale en points. Il suffit de faire un clic droit sur la table et de choisir Display XY Data pour ouvrir cet outil. Et donc l'outil va utiliser les X et Y pour placer ces points sur la carte. Et finalement, on a fait un append, c'est-à-dire plus ou moins un copier-coller, de cette nouvelle classe d'entité à la couche Event, qui était vide jusqu'ici. C'est donc la couche cible. Ensuite, on peut simplement supprimer la couche intermédiaire XY Table Point. Donc tout ça, ce sont tous les extras qu'on peut rajouter au modèle. Ok, et alors j'ai pour vous une dernière vidéo sur le thème, vraiment sur les fonctions de parcours dans le réseau. Assez courte. On peut utiliser certains outils. Par exemple, Generate Indoors Pathways. Je vais ouvrir celui-ci depuis l'historique directement. Et on donne en input les couches Levels, détails. Et alors avec cette clause, on va limiter les espaces qui peuvent ou ne peuvent pas être utilisés pour le parcours. Par exemple, on spécifie qu'on ne peut pas passer par ou entrer dans les placards ou les vides techniques.
Et ensuite, on exécute l'outil et on va voir ce qui produit comme résultat. Donc le premier résultat, c'est cette couche Prelim Pathways qui contient en gros toutes les options possibles pour se déplacer dans le bâtiment. Et donc on va l'utiliser dans l'outil Thin Indoor Pathways et on se retrouve avec ce résultat qui contient alors les parcours finaux identifiés. L'outil suivant, c'est Make Service Areas Analysis Layer qui fait partie des outils d'analyse de réseau. Voilà, il est là dans la liste. Et celui-là va générer les couches. Éventuellement, on utilisera les outils Route et Closest Facility, qui sont des services qu'on peut publier dans ArcGIS Online ou Enterprise. Mais ils sont facultatifs et ils servent surtout dans les applications mobiles. Ok, donc ça c'était vraiment la partie des éléments de base. Tout ce qui se passait c'est dans ArcGIS Pro vraiment. Maintenant, on va parler de ce qu'on fait de tout ça une fois qu'on a bien configuré nos données. Donc quand on a fini de travailler dans ArcGIS Pro et qu'on a publié ces données dans ArcGIS Online ou en ArcGIS Enterprise, on peut intégrer ces données dans des outils spécifiques. Pour les applications web, on a notamment une application Viewer qui sert à la consultation d'informations et une application Space Planner qui sert à l'attribution d'espace. Il y a aussi des applications mobiles avec notamment le système de navigation intérieure. Les applications web, elles ressemblent à ça ici sur la droite. Elles ont plusieurs fonctionnalités qu'on va voir dans la démo. Le Viewer, tout d'abord, c'est pour la navigation, c'est pour la réservation d'espace, le partage de position, éventuellement le rapport d'incident. Les applications kiosques, ce sont des applications qu'on utilisera pour, par exemple, présenter ces cartes sur des kiosques, donc des présentoirs, pour être consultés par des visiteurs. Le Space Planner, c'est l'application qui sert à assigner les espaces à des personnes, par exemple. Quant aux applications mobiles, elles sont un peu l'équivalent de l'application Viewer et elles peuvent être combinées au système Indoors Positioning pour pouvoir suivre sa position en temps réel et permettre la navigation d'un point A à un point B. Elles peuvent aussi être combinées avec d'autres outils tels que Survey 123 et Field Maps. Donc on va vous montrer tout ça en démo. D'abord comment publier les données et puis on va voir à quoi ressemblent les applications Indoors Viewers et Space Planner. Comment on prépare les données avant de les publier. Et on va aussi voir à quoi ressemblent les applications Indoors Viewers et Space Planner. Ici, on voit qu'on a des données qui sont déjà bien présentées. Si on dézoome, on voit que les étiquettes disparaissent, à part le L du nom du bâtiment. Et si on rezoome, par exemple, on voit que là, les étiquettes affichent l'occupant actuel ou alors le nom de l'unité si elle n'est pas encore occupée. On peut encore sélectionner d'un étage à l'autre pour voir si tout apparaît correctement. La symbologie ici, elle a aussi été travaillée. On a aussi une carte à destination des applications mobiles qui est présentée un peu différemment. Donc ce sont les mêmes données, mais par exemple l'affichage des étiquettes est moins détaillé. On ne les voit que si on entre dans le bâtiment et on ne voit que les indications pour les salles les plus importantes pour pouvoir s'orienter dans le bâtiment avec un appareil mobile. On a aussi une scène 3D où on peut aussi à nouveau choisir
regarder chaque étage séparément. L'étape logique suivante, c'est donc de publier ces données. On fait ça avec l'onglet Share ou Partager. On voit ici plusieurs options qui sont possibles. Nous, ce qu'on va publier, c'est une carte web, une scène web et un mobile map package, pardon. Et alors, éventuellement, on peut aussi publier des services supplémentaires pour la navigation qui doivent d'abord être générés dans ici Analysis, Closest Facility et Route. Donc, pour le moment, j'ai déjà publié la web map, la web scene et le mobile map package. Donc, je ne vais pas le refaire. Je vais directement aller voir sur ArcGIS Online à quoi ça ressemble. Donc, on retrouve ici la même scène 3D et aussi la même carte 2D. Ici, on peut jouer avec les niveaux déjà. Donc, dans le bâtiment L, on peut aller voir le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Les étiquettes, elles sont les mêmes que celles d'origine. La symbologie est bien passée. Donc si maintenant on veut passer à une application, soit le viewer ou alors le space planner, on va retourner dans le portail, donc dans mon contenu. Et vous voyez ici tout le contenu qui a été généré lors de la publication, la web map, la mobile map package et aussi les classes d'entités qui y sont liées. Sur la deuxième page, il y a aussi la web scene, la scène 3D. Il y a aussi 2 applications qui ont déjà été créées. Je vais ouvrir cette page et aussi cette carte dans un autre onglet. On arrive sur la page de description de cette carte que j'ai produite. Donc c'est bien la même que celle-ci, celle d'origine. Et au lieu de l'ouvrir avec le Map Viewer, je vais aller dans Create Web App et ici, créer une app configurable. J'ai choisi cette option-là pour pouvoir démarrer d'un template existant. Si je vais dans Show All, donc montrer tout, et que je recherche Indoor, j'obtiens 2 options, le Viewer et le Space Planner. On va commencer par le Viewer. On peut voir déjà un aperçu pour voir si c'est le template qui convient. Mais c'est pas obligé, évidemment. Donc vous voyez qu'à peu près tous les éléments essentiels sont ajoutés automatiquement. Il y a l'icône Doors, on a le filtre par étage aussi, on peut zoomer pour voir les détails, on peut aussi explorer, etc. Autrement dit, si vous avez bien configuré et publié votre carte, c'est assez immédiat de générer cette application, elle est déjà toute prête. C'est la même chose pour les 3D. On peut aussi aller créer une nouvelle app configurable et choisir un template approprié. Nous, on va rester sur la carte 2D pour le moment puisque elle est déjà prête. Ici, on retourne donc. On est de nouveau sur le viewer ici. Donc, on va dans Explorer. Et donc ici, ce sont des catégories que j'avais déjà préconfigurées. Donc les buildings, il n'y en a qu'un. On peut aller voir les salles. Et ici, on a plusieurs types. On peut regarder la liste. Et si je clique sur une, l'application zoome directement sur cette salle. Si on cherche par exemple les cuisines, on voit qu'on en a 3. On peut consulter les détails de chaque salle dans une pop-up où on retrouve tous les attributs, aussi quelques options, genre l'ajouter comme lieu favori par exemple, et donc il apparaît ici dans cette liste, dans mes lieux à moi. Il y a aussi les lieux les plus récents, et on peut aller voir où se trouvent les différents occupants. Ada par exemple, elle est en train, pour le moment, elle est assise ici, donc on peut facilement zoomer ici. Mais ici, c'est vraiment de la consultation de données. Il ne s'agit pas encore d'attribuer des personnes à des espaces ou des espaces à des personnes. Ça, c'est le rôle de l'autre application
le Space Planner. C'est celui-ci. Et donc, vous voyez qu'elle ressemble beaucoup à l'application précédente. Mais ici, il y a déjà 31 unités qui ont personne à l'intérieur. On a aussi les options de Hot Desk et Hotel qui sont des catégories que j'avais prédéfinies. Les desks, c'est les bureaux flexibles. Les hôtels, c'est aussi une autre catégorie qui rassemble en fait un ensemble de salles. Ici, par exemple, cet hôtel-là, il contient donc 3 unités, 3 salles en fait, mais pour le moment, il n'y a personne à l'intérieur. Et donc, si vous pouvez aller assigner une personne à un hôtel. Et donc ici, il y a une personne qui n'a pas encore de bureau attribué. Et donc, on va lui attribuer un bureau avec la liste ou alors avec l'outil ici, la petite flèche. Vous pouvez directement aller sélectionner sur la carte l'espace que vous voulez lui attribuer. Voilà, assigner à. Et on va aller choisir une personne ou un hôtel. Donc, nous, on va lui assigner la personne Samy quelque chose. Voilà. Allez, on a confirme. Et donc, voilà, la modification est en train d'être mise à jour. Et voilà, on voit que l'étiquette est directement adaptée à cette personne. Et maintenant, il n'y a plus personne sans espace attribué indiqué par cet indicateur. Donc ça aussi, c'est dynamique. Ici, sur la droite, vous pouvez aussi faire une recherche sur les unités ou sur les personnes. Donc voilà, c'était plusieurs manières d'assigner un espace à quelqu'un. Il y a aussi un onglet contrôle ici où vous pouvez voir un rapport des différents changements qui viennent d'être exécutés. Ok, donc ça, c'était pour vous montrer à quoi ressemblent les applications web. Alors, un dernier élément dont on va discuter maintenant, c'est le système de navigation intérieure. Typiquement, quand vous êtes dehors et que vous voulez vous géolocaliser, vous avez toujours 3 satellites GPS en permanence au-dessus de votre tête, ou 4, je ne sais plus, et qui reçoivent le signal de votre appareil mobile. Et c'est grâce à ça que vous êtes, entre guillemets, bien couvert et que vous avez une estimation assez précise de votre position. Mais quand vous êtes à l'intérieur, les GPS, ça ne suffit pas pour s'orienter parmi les étages et avec tous les obstacles. Et donc, on utilise des technologies comme le Wi-Fi et le Bluetooth pour se localiser. Comment ça marche? À l'intérieur du bâtiment, on va au préalable poser des balises, des petits boîtiers avec des capteurs dedans, à plusieurs endroits sur les murs. Et quand vous êtes en vue de 3 ou 4 capteurs, eux reçoivent un signal plus ou moins fort de votre appareil. Et c'est en combinant ces signaux entre eux qu'ils font un calcul de position dans l'espace, et c'est comme ça qu'ils vous renvoient votre position. Alors, ça se fait pas magiquement. Il y a quand même beaucoup de paramètres à prendre en compte pour l'installation de ces balises. D'abord, le nombre. On part sur plus ou moins un capteur tous les 10 ou 12 mètres, mais il faut aussi tenir compte des angles morts et des obstacles éventuels. Et alors, il existe un tas de capteurs différents avec des caractéristiques qui varient. Le système Windows ne dépend pas de la marque du capteur que vous choisissez. Ici, je vous montre juste quelques exemples. Et pour vous donner un ordre de prix, j'ai vu un exemple la semaine passée en Autriche ou en Espagne, je crois, je ne sais plus. Et on nous a dit il faut compter environ une trentaine d'euros par capteur. Mais ça, c'est une marque en particulier. Vous n'êtes pas obligé de prendre une marque précise. Et puis ensuite, ces balises, il faut aussi les calibrer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a placé les capteurs, il faut ajuster le calcul de position. Et pour ça, on a une application de calibration qui sert à ça. Et alors, j'ai 2 collègues qui sont allés faire ça à la gare de Francfort juste la semaine passée. Et on va vous montrer comment ça a fonctionné.
Donc, attendez, je vois plus l'écran là. Donc, dans l'application, en fait, ma collègue, elle a dessiné un petit parcours fait de sommets et ensuite, elle doit se déplacer d'un point à l'autre de ce parcours et là, elle va valider dans l'application, oui, je suis bien à ce point-là. Et pendant qu'elle se déplace, en fait, il y a les capteurs qui sont au mur qui mesurent son signal. Donc, il y a 3-4 signaux simultanés qui sont mesurés. Et elle, pendant ce temps-là, elle fait juste son petit parcours, elle le complète et elle enregistre ça dans un fichier. Elle lui donne un nom, une remarque ici. Et ce fichier ensuite va être assimilé dans le calcul de positionnement. Et c'est comme ça qu'elle va pouvoir, que ce calcul va être progressivement ajusté pour donner quelque chose de fiable, comme localisation. Alors, comme on travaille avec des données indoors, on est, comme vous le voyez ici, on voit le changement entre les différents bâtiments, on voit le changement quand elle change d'étage. Ici, je pense, c'est des escaliers. Ouais. Et donc ici, elle va. Ah, je crois qu'ici, vous voyez le petit point blanc là, c'était une des balises justement. Et donc là, elle passe par l'escalier et on voit bien que sa position passe d'un euh, d'un bâtiment à l'autre, d'un étage à l'autre. Ouais. Et alors, sur cette vidéo, le passage d'un étage à l'autre se fait peut-être de manière un peu pas super fluide, mais en vrai, c'est parce que c'était juste un exercice pour la démo. Euh, il n'y avait pas énormément de capteurs concrètement, mais ça donne quand même déjà un chouette résultat exploitable. Alors, pour aller plus loin, hop là, je saute des étapes. Oui, pour aller plus loin, donc on arrive tout doucement à la fin de notre webinaire. On vous a mis quelques liens ici qu'on va vous envoyer par email dans les prochains jours, qui sont vraiment, bon, il y a l'aide, la documentation officielle sur ArcGIS Indoors sur le site d'Esri, mais un lien particulièrement utile si vous êtes intéressé de vraiment démarrer là-dedans, c'est le Learning Plan qui comporte un ensemble de cours pour apprendre pas à pas à faire ce qu'on a démontré ici. Et alors, ici, quelques ressources plus génériques sur l'ensemble des produits Esri, que ce soit Esri Training, Community, où il y a énormément de réponses, la documentation générale. Voilà, on arrive tout doucement à la fin du webinaire. Je vous propose, si vous avez des questions, de les mettre dans le chat. On va essayer d'y répondre. Et pendant que vous faites ça, j'attire votre attention sur le prochain webinaire qu'on organise le 26 mai et qui portera sur les dashboards et les insights, qui sont des applications web assez utiles et assez sympas à configurer. Et encore un mot, si vous avez des questions, que ce soit sur Windows ou sur complètement d'autres sujets, surtout n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On a une équipe de support qui est super. Et au-delà de ça, on peut aussi vous aider. On dispense des formations, on donne des séances de coaching et on peut aussi vous accompagner sur des projets spécifiques. Voilà, alors, est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de questions, a priori. Ah. Est-ce que c'est possible d'utiliser ArcGIS Indoors sous terre, dans les grottes? C'est une bonne question. A priori, tout ce qui est toute la première partie pour construire votre modèle de données, ça n'a pas vraiment d'importance si vous êtes au-dessus de la Terre, pardon. À la surface, voilà, à la surface ou sous terre. L'important, c'est vraiment d'avoir
d'avoir vos données, vos plans des tâches qui sont déjà bien configurés. Donc ça, c'est plutôt un travail au niveau de vos données AutoCAD, par exemple. Pour ce qui est du système de navigation intérieur, oui, ça peut tout à fait marcher sous terre. C'est vraiment le signal est calculé à partir des balises Bluetooth que vous mettez aux différents murs. Donc si vous les mettez sous terre, il n'y aura pas de problème. Je vois pas d'autres questions.